Aujourd'hui, il existe des millions de produits, de services, de créateurs, de contenus. Et pourtant, très peu retiennent vraiment l'attention. Le problème, c'est que dans un monde saturé d'offres et de messages, être bon ne suffit plus. Être compétent, sérieux ou professionnel, ce n'est plus ce qui fait la différence. Alors, d'où vient le problème ? On pense qu'il faut ressembler aux autres pour être accepté, alors que c'est faux. Le résultat ? On devient invisible. On joue la sécurité et on disparaît dans la masse. Pour Seth Godin, la solution est radicalement différente. Le succès ne vient pas de ce qui est normal, mais de ce qui est différent. Ce qui attire l'attention, ce n'est pas ce qui est correct. C'est ce qui sort du lot. C'est ce qu'il appelle, Seth Godin, la vache pourpre. Quand tu comprends ça, tout change. Ta manière de créer, de vendre, de communiquer. Et même ta façon d'oser être toi-même. Dans cet épisode, je te résume les principes clés de la vache pourpre, le livre écrit par Seth Godin, pour comprendre pourquoi se différencier des autres n'est plus une option, mais une nécessité. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que comme toujours, je te partage un plan d'action concret pour appliquer ces idées dès aujourd'hui, quel que soit ton projet. Allez, on résume ensemble La vache pourpre, écrit par Seth Godin. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans les résumés du succès. Aujourd'hui, on continue sur la lignée du marketing dans l'entrepreneuriat, qui est essentiel pour se démarquer dans un monde où tout est bruyant et tout est identique. On doit faire la différence. Aujourd'hui, le livre La vache pourpre, écrit par Seth Godin, ce célèbre auteur qu'on a vu déjà avec le livre C'est ça le marketing, il y a quelques semaines déjà, cet auteur de plus de 20 best-sellers reconnus dans le monde. Et dans ce livre, La vache pourpre, on ne va pas parler d'élevage d'animaux ou d'agriculture, bien entendu. Aussi, on parle de marketing, de comment faire la différence en tant qu'entrepreneur ou même dans notre travail, notre entreprise et même dans notre vie de tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, le monde a changé. Pendant 100 ans, le marketing a reposé sur une formule simple. On créait un produit décent et on avait un gros budget publicitaire pour le vendre, et ça, le résultat, c'était le succès. On fabriquait un produit correct, puis on achetait de l'espace publicitaire, de l'espace à la télévision, des affichages sur des murs ou encore à la radio. On répétait le même message publicitaire jusqu'à la saturation et jusqu'à que nos clients n'en puissent plus et achètent notre produit. Par exemple, quand on voyait une marque qui passait à la télé, elle était perçue comme une marque sérieuse et fiable, parce que vu à la télé, donc forcément c'est bien. Alors que pas forcément. Et puis aujourd'hui, donc tout a changé. Il y a une nouvelle réalité, les règles du marché ont changé, les médias sont fragmentés, les consommateurs sont sursollicités, on a de la publicité partout et on a du mal à choisir finalement notre produit que l'on veut acheter. Alors, qui est le plus important aujourd'hui ? Eh bien, c'est l'attention, parce que c'est devenu la ressource la plus rare au monde. On est toujours impacté par tout ce qui nous entoure. Et donc, on doit attirer l'attention de nos clients. Et comment attirer l'attention ? Les méthodes enseignées pendant un siècle ne fonctionnent plus. Toute la publicité qui se faisait ne fonctionne plus. Aujourd'hui, si tu arrives à retenir l'attention des gens, alors tu as déjà un bon début. Alors, ici, Seth Godin nous parle de la vache pourpre. Alors, qu'est-ce que c'est ? Imaginez que vous roulez en voiture à travers la campagne, que vous voyez des centaines de vaches marron et blanches au bord de la route. Au début, elles sont jolies, elles sont magnifiques. Après 10 minutes, on en a marre de voir les mêmes vaches partout, ça en devient banal. Et après 20 minutes, toutes les vaches se ressemblent. Et soudain, vous allez un peu plus loin, quelques kilomètres plus loin, et vous voyez une vache violette. Alors oui, ça choque, une vache violette, c'est pas courant, Donc, c'est votre vache pourpre. C'est la vache qui saute à l'œil, parce qu'elle est rare, elle est différente, et elle n'est surtout jamais vue. Et donc, la vache pourpre, c'est ça. C'est un produit, un service ou une marque extraordinaire, différente, inattendue, et que l'on remarque.
Elle capte immédiatement notre attention, elle donne envie d'en parler, parce que oui, si tu vois une vache pourpre, tu vas en parler. Je suis sûr que si tu en vois une, tu vas en parler autour de toi. En gros, qu'est-ce que tu peux retenir de ce concept? La vache pourpre, c'est dans un marché saturé, être correct donc ou bien ou professionnel, comme toutes les autres vaches finalement, toutes sont identiques, on devient alors invisible. Et donc on doit se remarquer. Parce que seul le remarquable se voit. La vache violette, c'est celle qui est différente. Alors je ne sais pas si tu as bien saisi ce concept, mais voilà, c'est intéressant de voir qu'il faut se démarquer, il faut attirer l'attention des gens. Ce n'est plus faire un produit comme les autres, c'est faire un produit différent. Alors, Seth Godin, il nous dit que dans ce livre, lui, il va introduire le 6e P du marketing. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait 5 P. C'est-à-dire que il y avait le P de produit, le P du prix, le P de la promotion, le P de la place, c'est-à-dire la stratégie de distribution du produit, et le P de personne. Ce sont les personnes qui vont représenter la marque. Et 7, il introduit le 6e P, donc avec la vache pourpre, qui dit que si ton produit n'est pas remarquable dès sa conception, alors aucune publicité ne pourra le sauver. La publicité amplifie ton message, mais elle ne crée pas la différence. Par exemple, à l'époque, dans le marché de l'automobile, eh bien, les automobiles sont toutes pareilles, sont toutes carrées, grises, similaires. Fonctionnelles, bien sûr, mais ennuyeuses, rien de différent des autres. Et c'est là que Volkswagen est arrivé avec un design radicalement différent. Volkswagen introduit donc une voiture avec des courbes arrondies, avec une identité visuelle unique, un style immédiatement reconnaissable. Et c'est la coccinelle. Je pense que tout le monde la connaît. Et effectivement, quand tu vois une coccinelle dans la rue, tu vois qu'elle est différente et tu la reconnais de suite. Le résultat, donc, de cette création de cette coccinelle, c'est que le produit devient sa propre publicité. Les gens vont en parler. Le bouche à oreille explose et donc la vente de ce véhicule va exploser par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici ? La leçon à retirer de cette partie-là du livre, c'est que l'extraordinaire a une durée de vie limitée. Pourquoi ? Parce que ce qui est créé une fois extraordinaire, il faut que ça dure dans le temps. Parce que ce qui est remarquable aujourd'hui devient ordinaire demain. Aujourd'hui, on voit une coccinelle, on voit qu'elle est différente, mais il y en a partout maintenant, donc ça devient normal. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit créer notre propre vache pourpre. Et quand on l'a créée, on doit continuer à innover pour garder son niveau qui fait de elle ou de lui, de notre produit, un produit unique. Maintenant, on va parler un peu de publicité, parce que avant, on créait un produit, puis on le donnait au marketing, à l'équipe marketing, et puis voilà, tenez le produit, maintenant, vendez-le. Alors qu'aujourd'hui, le marketing commence avant le produit, la publicité commence avant. On identifie d'abord une niche précise, un problème réel, on détermine aussi un avatar client très clair, une personne, ou un persona, comme on a dit dans un autre épisode de C'est ça le marketing, on l'avait vu aussi, c'est un résumé qu'on a fait. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter. Je te laisserai le lien dans la description pour aller l'écouter si tu le souhaites après celui-ci. Donc le marketing commence donc avant même que le produit soit créé. On crée d'abord une identité et ensuite on va créer notre produit autour de cette identité, autour de cette solution, autour du problème que l'on a trouvé. Par exemple, comme Apple, qui ne vend pas simplement des téléphones. Apple vend un statut, de la simplicité, une expérience, une identité. Le produit, en fait, est une réponse plutôt à une émotion, à un sentiment d'une personne concrète, et pas seulement une réponse à des fonctionnalités. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit ici ? On doit créer donc un produit différent, une vache pourpre qui ne soit pas identique au produit de tout le monde. On s'est dit aussi que le marketing a changé. Il ne suffit plus de rabâcher un slogan publicitaire pour vendre comme à l'époque. Il faut maintenant créer quelque chose qui se vend tout seul avec le bouche à oreille, par exemple. On doit également créer une identité autour de notre produit, pas seulement se baser sur des fonctions, mais se focaliser sur les émotions produites par notre produit, en ciblant bien les personnes qui l'utiliseront. Et tout ça, c'est ce qui va faire que notre produit va se vendre tout seul.
Tu n'auras pas besoin de publicité coûteuse, simplement d'un produit qui cible les bonnes personnes. Alors aujourd'hui, dans notre société de surconsommation, la majorité des gens ont déjà tout ce qu'il leur faut pour vivre. Ils n'ont pas besoin d'un aspirateur simple, tout le monde en a un, hein. Même moi, j'en ai même 2. Mais pas besoin d'un smartphone lambda, parce qu'on en a tous un. On a besoin de quelque chose de différent. Aujourd'hui, il existe aussi de nouveaux moteurs d'achat. Quand tu achètes maintenant, tu cherches un statut social. Tu cherches du plaisir, du loisir, une appartenance à un groupe, une identité particulière. Tout ça, ce sont des émotions que l'on souhaite ressentir, des sentiments. Non plus avoir simplement un produit chez nous, mais on recherche une émotion, ressentir quelque chose avec le produit qu'on a entre les mains. On n'achète plus par nécessité. On achète pour ce que le produit dit de nous, de notre identité. Et voilà la difficulté en fait, c'est que le consommateur ne cherche plus. On doit maintenant capter son attention, comme on l'a dit tout à l'heure, en moins d'1 seconde, et proposer une expérience, une émotion qui fasse un déclic, et ça, c'est difficile. Alors c'est ce qu'on doit chercher. Chercher à déclencher quelque chose, c'est notre client. Et on en vient maintenant à un autre point clé du livre. C'est qu'un produit, en fait, une idée ou un projet, Seth Godin il nous dit que ça ne se diffuse pas jamais à l'ensemble du marché en même temps. On a parlé tout à l'heure de persona, mais il y a aussi différents types de consommateurs qui n'agissent pas tous de la même manière. D'abord, il y a les consommateurs qui sont ceux qui adoptent ton produit. Ce sont les gens qui sont passionnés, les curieux, les geeks. Ils adorent tester ce qui est nouveau, même imparfait. Un produit qui vient de sortir, comme le nouvel iPhone, dernière génération, le 17 ou 18 ou je ne sais plus au combien on est. Ils ne cherchent pas la sécurité, mais ils cherchent la nouveauté. Ce sont eux qui vont écrire les premiers articles, les premiers posts, les premières critiques sur ton produit que tu vends. Ce sont ceux qui font la queue devant l'Apple Store quand le dernier iPhone y sort. Ils achètent tôt, non pas parce que le produit est parfait, mais parce qu'ils veulent avoir une longueur d'avance sur tout le monde. Et c'est ceux-là, ces personnes qui adoptent, qui influencent les autres, parlent et recommandent et montrent ton produit. Donc, que tu dois rechercher. Tu dois cibler les personnes qui vont tester ton produit en premier et en parler. Ensuite, il y a les autres personnes, c'est la majorité. Il y a le grand public, c'est ceux qui s'adaptent. C'est ceux qui attendent la preuve. Ils achètent que lorsque le risque est nul. C'est-à-dire que lorsque le produit est validé par tous les autres, par les testeurs. Ils cherchent la sécurité. Et c'est là que Seth Godin nous dit qu'il faut que notre produit soit remarquable pour les innovateurs, pour les personnes qui vont tester. Parce que si les innovateurs ne l'adoptent pas, alors il n'atteindra jamais la majorité. On doit chercher les personnes qui vont adopter notre produit et nous, on doit vendre le produit de la meilleure manière. Maintenant, je te propose un exemple ici pour illustrer ce que nous venons de dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2008, le leader du marché des téléphones s'appelait BlackBerry. Alors, leurs téléphones, c'était des petits téléphones avec un clavier physique, une molette au milieu de navigation. C'était parfait pour les SMS, mais c'était limité. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'arrivée de l'iPhone, ensuite. Un écran tactile au total, avec aucun clavier, une expérience jamais vue. Réaction, qu'est-ce qui s'est passé ? Les innovateurs, donc les personnes qui adoptent, donc ont crié au génie. Ils ont trouvé ça extraordinaire. Et ces personnes-là ont fait la queue devant les stores d'Apple. Et ensuite, le bouche à oreille s'est fait, les médias en ont parlé gratuitement. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne parlait plus de téléphone, on parlait de l'iPhone. Et l'iPhone devient donc le nouveau standard de téléphone. Et aujourd'hui, cela a encore changé parce que du coup, un iPhone, on en voit partout. Un écran tactile, c'est plus une vache pourpre comme à l'époque. Maintenant, c'est une vache marron, une vache banale. On a des téléphones tactiles partout. Donc, ce n'est plus unique, remarquable. Et là, on en vient à un autre point. Ce qui a été extraordinaire hier, en fait, maintenant, c'est attendu aujourd'hui.
La différenciation, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, doit évoluer en permanence. Un produit que tu as créé doit évoluer. Donc on ne doit pas s'endormir sur nos lauriers, mais continuer à évoluer. Et comment on peut évoluer? Par exemple, imaginons une entreprise, je ne sais pas, qui crée par exemple des ascenseurs. Cette entreprise qui crée des ascenseurs, bon, vous allez me dire, bon, mais c'est banal, créer des ascenseurs, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais comment innover quand on fabrique des ascenseurs? Un ascenseur, bon, ça monte et ça descend, là on est tous d'accord là-dessus, mais c'est long parfois. On attend de longues minutes que notre ascenseur arrive quand il y a plusieurs étages. Et des centaines de personnes dans l'immeuble, par exemple, on va attendre longtemps. Et donc, l'entreprise Schindler, donc une entreprise qui fabrique des ascenseurs, a trouvé le moyen d'innover là-dessus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Une approche classique aurait été de les rendre plus rapides, de fabriquer des moteurs plus puissants, par exemple, d'améliorer les performances d'ouverture et de fermeture des portes. Ça aurait été une première approche. Maintenant, Schindler, ils ont trouvé une solution. Et quelle est la solution qu'ils ont apportée? Ils n'ont pas parlé de puissance, de rapidité ou d'améliorer la performance d'ouverture des portes. Eux, ils se sont orientés sur le système. Ils ont décidé qu'on pouvait sélectionner l'étage avant de monter. C'est-à-dire, tu sélectionnes ton étage et le système, l'ascenseur, regroupe les personnes allant au même étage. Ça paraît simple dit comme ça, maintenant on le voit partout. Mais le résultat, c'est qu'en fait, ils ont optimisé les arrêts. Il y a eu moins de temps d'arrêt, moins de foule d'attente, et les trajets sont plus rapides. Le problème, donc, n'était pas la vitesse, ni la puissance, mais le problème était simplement l'organisation. Donc voilà la différence. Comment innover dans un secteur qui est bouché? Eh bien, l'entreprise Schindler est un bon exemple, donc ils ont pu se démarquer des autres. Donc on en revient maintenant à notre vache pourpre, eh bien elle doit être conçue pour se propager. Parce que forcément si ton produit n'est pas connu, ben forcément il ne va pas se vendre. Notre idée en fait doit être virale. C'est ce que nous dit Seth Godin ici. L'idée doit être simple à expliquer. Parfois une image, une phrase suffit pour comprendre de quoi parle ton produit. Il faut que ce soit minimaliste et simple à comprendre. On ne doit pas viser jamais tout le monde au départ, comme on a dit tout à l'heure, mais on doit créer notre micro-niche de passionnés. Plus notre niche sera précise, plus l'idée va circuler vite entre ses membres. Donc voilà, si on cible une communauté, eh bien, on va proposer un produit qui va répondre à un problème de notre communauté. Et donc, plus on va être précis, plus on va être unique sur ce marché. Et une fois que ta communauté sera conquise, que tu auras répondu à un problème précis, eh bien là, on pourra élargir et atteindre notre majorité, comme on l'a dit tout à l'heure. On doit créer donc un idéavirus, cibler une micro-niche précise, et ensuite élargir notre produit à la majorité. Alors maintenant, je vais te donner un exemple de niche. Aujourd'hui, donc, le marketing efficace ne consiste plus à parler à tout le monde, comme on l'a dit tout à l'heure, mais à résoudre un problème très précis à un groupe très précis. Par exemple, si tu es consultant en productivité, si quelqu'un d'entre vous est consultant en productivité, tu pourrais dire que tu aides les entreprises à mieux s'organiser. Bon, c'est un objectif, mais ça paraît trop large, trop flou. On ne sait pas vraiment quel type d'organisation vous faites, et donc c'est pas assez précis. Quelque chose de précis, ce serait par exemple la bonne stratégie, ou une niche plus précise serait chef de chantier. Par exemple, tu cibles les chefs de chantier du secteur du bâtiment, des chantiers avec moins de 20 personnes, comme ça tu sais qu'il y a très peu d'entreprises avec moins de 20 personnes, puis tu te limites aussi, tu prends moins de risques, et aussi tu vas régler des problèmes de planning, de retard, de coordination de terrain. Le résultat, c'est que tu parles le langage du bâtiment. Donc forcément, c'est ciblé dans cette niche-là. Tu parles le langage aux personnes, aux petites entreprises PME de moins de 20 personnes. Déjà, c'est plus précis. Et tu vas les aider à coordonner les équipes sur le terrain. Peut-être que tu vas réduire le nombre de concurrences. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Tu vas devenir potentiellement la référence dans ce domaine, en résolution de ce problème précis. Alors tu seras là plus proche de ta vache pourpre.
Si tout le monde peut être ton client, personne ne l'est vraiment. Alors cible un micro-groupe de personnes, une niche précise. Et qu'est-ce que Seth Godin nous dit pour passer à l'action ici? Comment on va faire? Avec quelle méthode? Eh bien, Seth Godin nous parle de la méthode Lean Startup. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Le principe, en fait, il est simple. C'est qu'on ne doit pas attendre d'avoir un produit parfait, un budget énorme, mais on va produire quelque chose d'imparfait et l'améliorer de façon continue en prenant en compte les feedbacks de nos clients. Alors, c'est très simple. Par exemple, tu vas, je ne sais pas, tu es consultant en productivité. Tu vas créer une page d'accueil sur un site web, par exemple, sur laquelle tu vas vendre ton produit. Tu vas présenter ton idée en une seule page, un peu simple. Tu vas proposer ton offre de lancement à peut-être moins 50% de réduction. Tu vas faire ta publicité sur les réseaux sociaux avec un lien vers ta page. Ton produit, en fait, il n'est pas fini, mais c'est un produit de start, de départ, sur lequel toi, tu vas attendre le résultat des clients. Et puis, tu vas améliorer. Peut-être que même, au lieu de proposer ton produit de façon payante, tu vas le proposer de manière gratuite. Les 30 premiers jours gratuits, et si ensuite tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont choisi ton produit, eh bien, tu vas le passer payant, mais pas trop cher, ou alors avec des réductions au départ, pour attirer les gens, et surtout, améliorer en continu. Tu dois mettre les feedbacks aussi visibles, les retours utilisateurs que tu auras sur ton produit seront visibles sur ta page. En fait, tu vas créer un produit simple, rapidement, laisser tester par la communauté, et une fois que ce sera validé, tu pourras le mettre à disposition plus largement. Tu vas tester et améliorer en continu. Puis, mettre à disposition ton produit de manière payante avec une offre de lancement réduite. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Imaginons que tu as 2000 vues sur ton site, que 20 personnes laissent leur email et 5 personnes achètent le produit. Ça paraît pas beaucoup. Mais le but ici, en fait, c'est de tester si ton produit peut être commercialisable sans trop de risques. Le but aussi est de co-créer avec les personnes qui adoptent notre produit. Comme on l'a dit tout à l'heure, si tu as 200 mails par exemple, eh bien, tu peux déjà répondre à ces personnes. Tu peux déjà envoyer un sondage, poser une question. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à ce produit? Qu'est-ce que tu aimerais que j'améliore? Et surtout, tu vas répondre aux commentaires que tu reçois. Les 50 personnes qui vont répondre, par exemple, ce sont les innovateurs. Donc, tu dois écouter ces personnes innovatrices, celles qui testent ton produit. Parce que c'est eux qui vont te donner leur première impression et c'est toi qui vas créer cette première version avec eux. Tu vas leur donner un accès privilégié à ton produit. Et du coup, tu vas créer de la confiance. Tu vas créer de l'enthousiasme chez ton client, ce qui va devenir le moteur de la croissance de ton business. Le marketing, donc, c'est un processus, comme on l'a vu, mais pas un accessoire. L'erreur classique, ce serait de créer un produit dans son coin, puis demander au marketing de le vendre comme on le faisait avant, comme on l'a toujours fait. Alors que la stratégie gagnante aujourd'hui, comme on vient de le voir, c'est écouter d'abord les gens, demander au marché ce dont il a besoin avant de produire quelque chose. Et même quand tu le produis, tu demandes toujours à tes gens, à ta communauté, de te dire comment l'améliorer pour apporter le maximum de valeur à ton produit. Puisqu'au final, c'est leur produit, ce n'est plus le tien. Parce que le client a le pouvoir. S'il n'aime pas ton produit, il s'en va. Alors ce que tu dois retenir ici, de ce que l'on vient de voir, c'est qu'une entreprise ne va pas simplement vendre des produits. Elle va résoudre des problèmes spécifiques pour des gens qui en ont réellement besoin. Parmi les personnes qui te suivent, Seth Godin nous dit que la vache pourpre a besoin de messagers. Donc on doit cibler les bonnes personnes, ceux qui parlent bien de notre produit, ceux qui vont influencer les autres à acheter notre produit et ceux qui sont écoutés par les autres. On va dire qu'on va chercher des gourous en quelque sorte, des experts, des influenceurs, des références dans notre niche. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des youtubeurs qui
qui ont beaucoup de communautés, qui ont beaucoup de gens autour d'eux, et tu vas peut-être proposer ton produit à ce youtubeur-là, qui va représenter ton produit et le proposer aux autres. Si toi, tu n'as pas de visibilité, alors cherche quelqu'un qui peut le faire à ta place, qui a plus de visibilité. Si toi, tu as 50 abonnés, cherche quelqu'un qui en a 1000 ou 2000, qui propose ton produit. Et peut-être que tu vas attirer des gens, et même c'est sûr que les gens vont venir vers toi. Alors si tu vas convaincre les youtubeurs, les influenceurs, peut-être que leur communauté te suivra aussi, par confiance. Puisque leur youtubeur préféré présente votre produit, alors ils auront confiance en ce produit. Je ne sais pas si tout ça, ça apporte de la valeur et que tu comprends ce que je veux dire, mais ce que tu dois faire, c'est rechercher des personnes qui vont influencer, qui vendront votre produit à votre place. Parce que ces personnes-là ont davantage de vues que vous si vous commencez. Maintenant, l'auteur du livre nous dit qu'on doit étudier la concurrence. Oui, parce que si on reste sur notre produit, si on se concentre sur nous-mêmes et qu'on ne voit pas ce que font les autres, on ne peut pas améliorer. On va peut-être voir des choses, des erreurs chez la concurrence qu'on va pouvoir améliorer. On ne va pas imiter ici, mais on va regarder ce qui se fait ailleurs, pour voir si on peut s'en inspirer, mais jamais copier. Par exemple, si tu veux monter un bar ou un restaurant, tu peux regarder ce qui se fait ailleurs. Par exemple, j'ai trouvé sur internet un motel à San Francisco qui est un motel de rockers. C'est-à-dire que devant la porte, il y a des centaines de motos. À l'intérieur, tu rentres et il y a de la musique de rock et des musiciens, des concerts quasiment tous les soirs. Eh bien, ce bar, il est orienté que pour les rockers et pour les musiciens et pour les fans de rock et pour les motards presque. Le résultat, c'est qu'ils ne vont pas simplement à un hôtel. Ils sont à l'hôtel de leur niche, de ce qu'ils aiment. Ils aiment la musique, le rock en particulier. C'est ceux qui vont se coucher tard pour écouter un bon concert, une bonne musique. Voilà, hein, ça c'est une niche précise qui va attirer les personnes précises. Ce que tu peux faire ici, c'est peut-être analyser ceux qui ont un produit similaire à celui que tu veux créer. Ceux qui ont une niche claire et comprendre comment ils fonctionnent. Tu as vu ici que pour cet hôtel-là, ils ont osé assumer leur niche. Ils ont pris le risque de s'orienter vers le rock. Alors toi, tu peux faire pareil. Parce que eux, ça marche. Donc, essaye de faire pareil. Trouve ta niche et assume-la et vas-y à fond. Un autre exemple de marketing, ce serait Tesla. Hein. Bon, on connaît tous. Pendant des décennies, donc, les constructeurs automobiles ont dépensé des millions en publicité, des spots TV, des affiches, des slogans interchangeables pour vendre des voitures, souvent toutes similaires, toutes pareilles, avec les mêmes caractéristiques. On parle toujours de voitures ici, un peu comme Volkswagen l'a fait. Mais le produit avant avait besoin de publicité pour exister et se différencier. Même aujourd'hui encore, on voit à la télé des publicités pour Peugeot, pour Citroën, etc. Aujourd'hui, à la télé, on ne voit pas Tesla. Tesla a fait l'inverse. Ils n'ont pas fait de publicité. À la place, l'argent est investi dans le design, l'ingénierie, l'expérience utilisateur, une vision claire et assumée. Le résultat, c'est que les clients parlent du produit. Les médias relaient les informations. Les vidéos, les posts, les débats se multiplient sur ce sujet et sur ces véhicules. Le produit devient alors le message. Il n'y a plus besoin de publicité. Ce que tu peux retenir ici, c'est que le produit remarquable génère son propre marketing. Si tu rentres dans un hôtel de rockers, ben c'est sûr que tu vas t'en souvenir et tu vas en parler autour de toi. Et s'il y a des personnes rockeuses autour de toi, ils vont peut-être y aller. Donc le produit va parler tout seul. Ils ne font pas de pub. Ils font simplement ce qu'ils aiment. Ce que nous dit, et où est-ce que veut en venir cette gonine ici, c'est que la vache pourpre, c'est aussi l'emballage. C'est pas seulement le contenu. Parfois, l'innovation n'est pas toujours dans le produit, en fait. Comme des exemples concrets. Si tu vas dans un magasin acheter des pansements pour tes enfants, par exemple, eh bien, il y a des pansements avec des personnages en plus, des petits dessins dessus. Des dessins plus amusants qui donnent envie d'être portés, pas simplement des pansements. Et ça, en fait, quand un enfant voit ça, eh bien, il est content de mettre un pansement. Il va même en mettre alors qu'il s'est pas fait mal. Donc voilà, un exemple. Un autre exemple, par exemple, aux États-Unis, une marque de peinture connue,
quand tu achètes de la peinture pour refaire, par exemple, remettre un coup de fraîcheur à ton appartement ou dans ta maison, tu achètes de la peinture, c'est des pots de peinture classiques. Eh bien, une marque américaine a mis en place une poignée et un bec verseur pour verser la peinture. Alors qu'aujourd'hui, on prend un bâton pour pas que la peinture coule par terre pour verser, alors qu'eux, ils ont tout simplement mis une poignée accrochée au bidon et puis un bec verseur pour pas en mettre partout. C'est aussi simple que ça, mais ça fait la différence. Ikea aussi, par exemple, vous connaissez tous sûrement, au lieu d'envoyer un monteur de meubles ou de vendre des produits, des meubles montés, ils fournissent une notice millimétrée et un montage par le client. Donc, ils ont mis l'argent dans la notice, mais final, des coûts réduits et un design plus accessible. C'est un même produit, mais c'est une autre perception. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici ? On a vu qu'on doit identifier la concurrence. Non pas pour les copier, mais pour chercher à s'améliorer et à faire justement différent des autres. On doit toujours chercher à innover et à trouver la vache pourpre et à la garder unique dans le temps. Parce qu'un produit qu'on crée une fois doit perdurer dans le temps. On doit l'améliorer pour ne pas perdre sa viralité, pour ne pas perdre notre vache pourpre. On doit aussi soigner notre emballage de notre produit, même s'il semble banal, pour qu'il se vende tout seul, parce que l'emballage est important. On doit trouver aussi nos influenceurs, ceux qui feront le bouche à oreille auprès d'autres communautés. Parce que, par exemple, un produit simple, comme un stylo ou du sel ou du sucre ou n'importe quel produit de tous les jours, qu'on utilise tous les jours, eh bien, il peut se vendre plus cher qu'un autre. Simplement parce que l'histoire que tu racontes autour de ce produit, de ce stylo, la couleur, le packaging, tout ça peut faire la différence. Simplement en créant quelque chose autour de ce produit, en faisant de la publicité, en parlant d'une manière différente, en racontant une histoire unique. Alors maintenant qu'on a compris ce qu'est une vache pourpre, on va passer à un plan d'action si tu veux créer quelque chose d'unique. Donc l'étape 1, c'est choisir sa micro-niche, comme on l'a dit tout à l'heure. Une erreur serait de vouloir parler à tout le monde, mais l'objectif ici, c'est de parler à une seule personne, à un seul persona très précis. Comme le modèle qu'on a vu tout à l'heure, parler aux rockers et pas parler aux autres qui n'aiment pas le rock. Par exemple, ça, c'est une niche précise. Et je t'invite ici à répondre à 3 questions que je te pose là. C'est qui est ton client idéal ? Tu vas définir dans une feuille quel est l'âge de ton client idéal, la situation financière, la situation, peut-être le métier qu'il fait ou un problème actuel qu'il rencontre. Et tu vas te poser la question, quel est le problème numéro 1 de cette personne ? Qu'est-ce que cette personne a essayé qui n'a pas eu de succès ? Et ensuite, si tu sais répondre clairement à tout ça, tu es prêt à continuer pour l'étape 2. Donc pose-toi ces 3 questions. Qui est ton client idéal ? Quel est son problème ? Et qu'a-t-il déjà essayé sans succès ? Et qu'est-ce que toi tu peux apporter ? L'étape 2, c'est trouver ton angle unique, ta vache pourpre. Parce que tu ne dois pas être le meilleur, tu ne dois pas être bon, tu dois être différent. La question que tu peux te poser ici, c'est qu'est-ce que tout le monde fait et que je pourrais faire autrement ? Puisqu'il faut se différencier des autres, cherche ce que tout le monde fait et ce que tu pourrais faire différemment des autres. L'étape 3, tu dois valider avant de créer. Tu ne dois pas créer quelque chose de complexe. Ce que tu pourrais faire, par exemple, c'est une page de vente, comme on l'a dit tout à l'heure, une promesse claire, et tu mets un bouton pour obtenir ton produit. Tu vas essayer de voir, avec un produit minimum viable, le mettre à disposition des gens, gratuitement. Et si ce produit attire du monde, alors tu peux passer sur une version améliorée que tu pourrais vendre avec un prix réduit, par exemple, en prenant en compte les feedbacks des clients et en améliorant ton produit en conséquence. Par contre, si personne ne réagit, dis-toi que ce n'est pas un échec, mais que c'est une info précieuse pour améliorer ton produit. L'étape 4, ce serait parler tous les jours à ta niche, c'est-à-dire que tu vas parler à tes 100 premières personnes qui vont s'intéresser à toi et te créer une routine quotidienne. Par exemple, un post ou une story par jour, si tu es sur Instagram ou sur YouTube, un short, une idée concrète, un problème, une opinion tranchée. Tu vas poster tous les jours quelque chose qui impacte les gens.
Étape 5, observer ce qui crée une réaction. Tu vas regarder ce qui se passe sur tes posts, sur ce que tu as fait, même sur ton site web, et tu vas regarder les commentaires, les messages privés, et tu vas y répondre surtout. Et tu vas voir ce qui crée un déclic. Et après, tu vas cibler ce déclic et créer de nouveaux posts orientés vers cette solution-là. L'étape numéro 6, ce serait de co-créer avec les plus engagés. Les 5-10 personnes qui vont commenter, par exemple, tu vas leur poser la question « Si je pouvais t'aider sur un seul point, quel serait-il » Il faut qu'elles te répondent pour que toi, tu puisses les aider. L'étape 7, c'est de créer une version imparfaite, un produit minimum viable. Le but ici, ce n'est pas la qualité finale, mais c'est de créer du marché. Et ensuite, améliorer en continu. Ça, ce sera toujours, garde ce qui fonctionne, supprime ce qui n'est pas important et ajoute une amélioration chaque semaine. Même si c'est minimal, même si c'est une vidéo de plus, une phrase de plus, n'importe, mais améliore en continu. Alors, si tu es arrivé jusque-là, je te remercie, car comme chaque semaine, cet épisode a été publié, et il y en aura d'autres, bien sûr, chaque semaine. Alors, je t'invite à me suivre pour avoir accès prochainement à mon blog qui va répertorier tous les résumés à l'écrit comme à l'oral, plus de 30 épisodes ici, donc tu auras des résumés écrits sur cette page. Et je te proposerai d'autres choses par la suite, petit à petit, on avance, on progresse. Je pense que cela peut t'intéresser. Et pour conclure, j'ai envie de te dire que le monde n'a pas besoin d'un produit de plus, comme on l'a vu tout à l'heure. Il n'a pas besoin d'un expert de plus. Il n'a pas besoin d'avoir un bon projet de plus. Le marché est saturé de choses correctes et normales. Le marché a besoin de ceux qui osent être différents. Alors si ton produit ne fait réagir personne, ce n'est pas parce que l'algorithme est contre toi, ce n'est pas parce que le marché est dur et difficile d'accès, ce n'est pas parce que les gens n'achètent plus, c'est parce que tu es invisible. Et l'invisibilité ne se vend pas. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que le risque n'est plus d'échouer. Le vrai risque, c'est de passer ta vie à être prudent, à rester dans ta zone de confort, à faire comme tout le monde, à attendre d'être prêt, à sortir un produit comme les autres. Pendant que toi, tu hésites, quelqu'un de moins compétent et moins intelligent, mais plus audacieux que toi, est en train de prendre ta place. Alors, tu n'as pas besoin d'être parfait, comme on l'a vu dans ce résumé. Tu as besoin d'être remarquable, tu as besoin que l'on te voie simplement. Pas pour tout le monde. Pas pour la masse, mais pour une seule niche précise. Comme on l'a dit tout à l'heure, adresse-toi à ce petit groupe de personnes qui va te suivre jusqu'au bout. Le groupe qui te comprend, qui te suit et qui parle de toi quand tu n'es pas là. Donc adresse-toi à cette communauté-là. Alors fais quelque chose aujourd'hui, même si ce n'est pas parfait. Fais quelque chose même petit. Fais-le maintenant. Juste après cet épisode, par exemple, tu peux tester quelque chose. Tu vas observer et ajuster. Tu vas peut-être créer, tu vas mettre ta première vidéo YouTube sur YouTube. Tu vas voir si tu as des réactions et tu vas améliorer en conséquence. Chaque vidéo que tu feras, tu vas essayer de t'améliorer. Parce que le marché ne récompense pas ceux qui savent. Il récompense ceux qui agissent et qui s'améliorent en continu. Alors si ce résumé t'a apporté de la valeur, je t'invite à laisser un j'aime, à t'abonner si tu le souhaites. Cela me fera extrêmement plaisir pour me soutenir à te donner les résumés des meilleurs livres du marché. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.